Bonjour, aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler d'une question qui peut être un outil très précieux dans la thérapie. Quelle part de vous ressent cela? Et ça va nous permettre de parler du conflit psychique et de la dissociation. Ben oui, Zoé, c'est intéressant qu'on aborde ce sujet parce que moi, dans mon travail avec toi, le jour où j'ai accepté et compris cette notion de conflit, eh ben, ça a été un moment clé qui a débloqué plein de choses. Et tu sais, au début, c'est Sigmund Freud qui a bien développé sous différentes formes cette notion de conflit. Au cours de mon cheminement, j'ai distingué d'abord le conflit entre les exigences morales et sociales et les désirs instinctuels, notamment sexuels, enfin, ce que j'ai appelé le surmoi et le ça. Et puis aussi le conflit entre principe de réalité et principe de plaisir, ou encore le conflit entre pulsion de vie et pulsion de mort. Mais alors, ce serait, cher professeur, comme si on avait tous un genre de petit diable d'ange, un genre d'ange qui nous parlerait chacun à une oreille. Oui, par exemple. Mais comme vous le savez, votre contemporain, Sándor Ferenczi, a émis d'autres hypothèses, lui, à partir de la question du trauma. Je dirais d'abord que l'effet immédiat d'un traumatisme dont on ne peut venir à bout aussitôt est la fragmentation. À partir du moment où, instruit par d'amères expériences, on a perdu confiance dans la bienveillance du monde extérieur, et ben, un clivage durable de la personnalité se produit, enfin une séparation, une coupure, et la partie clivée s'établit comme sentinelle contre les dangers. Alors l'attention de cette sentinelle est presque exclusivement tournée vers l'extérieur. Et oui, et la difficulté, c'est que la partie clivée tournée vers l'intérieur, vers son propre ressenti, elle est, elle, sidérée comme anesthésiée. Je dirais ensuite que dans les cas où la personnalité est déchirée entre plusieurs parties, eh bien, les fragments produits par la désintégration prennent pour ainsi dire chacune la forme et le mode de fonctionnement d'une personne entière. Oui, comme si il y avait plusieurs personnes différentes qui ressentent, qui veulent, qui font des choses différentes. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il faut préciser quelque chose de très important. Certes, les traumas graves provoquent une fragmentation de la personnalité, provoquent des clivages. Mais pour nous tous, en dehors des traumas, nous tous, nous sommes faits de plusieurs personnes. Le bébé, le jeune, l'enfant, l'adulte. Et pour ne parler que de moi, à chacun des âges, nous sommes pris tous dans nos contradictions. Le petit 2 ans qui dit « moi tout seul pour s'habiller », c'est le même que celui qui a besoin de câlin. Mais la différence entre les traumas graves et la vie ordinaire, c'est que dans les cas graves, les différentes personnes ne veulent pas avoir affaire les unes avec les autres et sont incapables de communiquer entre elles. Comme vous le dites si bien, cher Sándor Ferenczi. Je dirais que le clivage entre deux personnalités qui ne veulent rien savoir l'une de l'autre fait justement l'économie du conflit subjectif. C'est-à-dire du conflit psychique dont la personne n'a absolument pas conscience. Et là, il y a une bataille pour le micro. Chacun veut garder le micro pour lui tout seul, en ignorant complètement tous les autres. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens. Quand mon petit garçon de 2 ans, il pleurait toutes les nuits. Et moi, l'adulte de 30 ans, j'arrivais pas du tout à me connecter avec le petit Clément de 2 ans que j'avais été.
où j'avais été très déprimée à cause de la dépression de mes parents et la mort de mon frère aîné. Et du coup, j'arrivais pas à rejoindre et à comprendre mon petit garçon. Dans ton manège personnel, il y avait ce Clément adulte, le petit garçon que tu avais été, mais il y avait aussi d'autres Cléments que tu avais débusqués. Il y avait le Clément qui avait peur, où j'étais identifiée à tous les hommes de ma lignée qui avaient été terrorisés par la guerre et plein d'autres choses. Et puis il y avait aussi moi, Clément, identifié à l'arrière-grand-père, courageux, entreprenant, mais qui avait été très coléreux et violent. Et ils étaient là, tous. Quand j'étais confus et dans le chaos, il y avait une bataille. Oh, c'est mon tour de parler. Mais non, c'est à moi. Mais non, c'est mon tour. Mais non, laisse-moi parler. Ouais, tous ces clivages, ça me faisait des tas de problèmes, quoi. J'avais des crises d'angoisse quasiment tous les jours, des conflits au boulot, des difficultés avec tout le monde. Je dois rajouter que le fait d'être clivé peut rendre certes le souvenir conscient impossible. Mais néanmoins, il ne peut empêcher que l'affect et l'émotion qui lui sont rattachés ne se feraient un chemin en forme d'humeur, d'explosion affective, de susceptibilité, de gaieté compensatoire immotivée, de dépression, ou même le plus souvent de sensations corporelles, ou de troubles fonctionnels, bref, toutes sortes de symptômes. Tant qu'on n'est pas reconnecté avec ces parties clivées et fragmentées, eh bien on répète les situations et on patauge. C'est des moments très difficiles, bien sûr, pour le patient, mais aussi pour l'analyste. On peut penser que c'est la faute du patient et de sa résistance, entre guillemets, ou alors on peut penser que sa compétence est remise en cause. Car quand on aborde des zones douloureuses traumatiques, eh bien, les parties clivées en nous, prises dans la terreur, la sidération, voire l'identification à l'agresseur, se rebellent et refusent qu'on aille voir de plus près la souffrance de ces traumas. Écoutez Zoé, là, cette semaine, ça a été terrible. Rien n'allait. Je suis de plus en plus déprimée et puis je me sens seule. Personne ne me comprend. Ma femme, au boulot, ça va pas. Et même vous, j'ai l'impression que vous m'écoutez, mais que vous comprenez pas. J'ai l'impression même que je vous ennuie. Ouais, c'est terrible d'être seule comme ça. Et plus ça va, plus c'est terrible. Cette semaine, j'ai fait des cauchemars affreux. Et puis même là, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu même peur de me jeter sous le métro. Moi, j'ai peur de tout, là, maintenant. Même de venir ici. C'est plus possible, c'est de pire en pire. Moi, j'en ai marre, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce que c'est que cette technique-là? La psychanalyse, est-ce que c'est la psychanalyse qui a une imposture? Est-ce que c'est vous qui êtes nul? Moi, je fais de mon mieux, je viens toutes les semaines, je vous paye, j'essaie de me souvenir de mes rêves, j'essaie de bosser et rien ne va. Mais c'est quoi ça? Moi, j'en ai marre de venir pour rien. Je me demande vraiment à quoi ça sert. Oui, c'est exactement ça. Dans ces cas-là, on est pris comme dans un punching ball, dans un guignol, où l'analyste s'apprête à recevoir toutes sortes de coups de bâton. Mais alors, comment faire pour sortir de cette dissociation? Enfin, ou au moins tenter de faire avec. Pour sortir de ces affrontements, il faut organiser une sorte de palabre entre tous ces personnages. Essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à se parler entre eux et à s'écouter. Il s'agit de tenter de donner la parole à tous ceux qui étaient enfermés, paralysés, anesthésiés à l'intérieur de soi, ou au moins de tenter de se frayer un chemin vers eux. Ce qui importe, c'est de susciter la coopération de la personne, alors en misant sur sa part d'elle qu'elle a réussi à préserver, à garder vivante, renforcer la part adulte pour aller à la rencontre des parts en difficulté et en panne, mais pour cela,
il va falloir instaurer un climat de compassion et de curiosité du patient envers toutes ces parties éclatées. Il faut qu'il se regarde, qu'il s'écoute. Je me souviens, tu disais, quand ça coinçait trop, Clément, quelle part de vous ressent cela? Il s'agit de pouvoir mettre des mots sur les sensations et les émotions, d'oser en affronter l'intensité et de mobiliser l'imaginaire pour imaginer quelqu'un qui viendrait aider. Alors, notamment l'adulte qui est là aujourd'hui, envers l'enfant qu'on a été, ou quelqu'un d'autre, un proche, un thérapeute, un analyste. L'idée, c'est que le patient puisse imaginer de revisiter l'histoire ancienne, inventer la suite de l'histoire, ou imaginer aussi un scénario bis qui avait manqué. Pour moi, c'est comme ça que ça a marché, réinventer la suite de l'histoire. Bon, c'était un épisode bien intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Ouais, je crois que cet épisode, c'est quelque chose de très utile dans les moments très compliqués dans l'analyse. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur le site du collectif Outils du Soin, outildussoin au pluriel.fr ou sur YouTube. Et c'était donc l'épisode 33 de Psychanalyse et Marionnette. À bientôt. Au revoir.